Bienvenue à tout le monde. On est ensemble aujourd'hui pour 3 quarts d'heure, 1 heure sur un sujet qui est assez important, surtout avec le contexte actuel en B2B. On va parler d'ABM, donc Account-Based Marketing, donc à savoir si on francise la stratégie de compte clé, comment aller adresser des grands comptes pour aller alimenter son tunnel de vente et signer des relations d'affaires stratégiques. On va être deux aujourd'hui pour délivrer ce contenu-là. Ce qui va nous attendre, ça va être une courte touche théorique sur l'ABM. On ira très rapidement sur du concret et des leviers activables pour que vous puissiez le faire en autonomie de votre côté. Donc, on s'intéressera à comment cibler et sourcer ces comptes, comment créer les bons contacts. Donc, on ira s'intéresser à comment enrichir les données et bien sûr, on ira s'intéresser à comment adresser justement les bonnes personnes avec les bons canaux pour pouvoir, encore une fois, créer des transactions dans son tunnel de vente et conquérir des nouvelles parts de marché. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va être deux pour cette masterclass-là. Maud, je te laisse l'occasion de te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Maud, je suis consultante marketing chez Make the Grade. Je suis manager d'une équipe principalement avec des missions de website et de branding. Donc ma mission au quotidien, c'est de permettre à nos clients d'attirer, d'engager et de convertir efficacement leurs prospects avec des expériences digitales qui vont être personnalisées. Donc, ça va passer par de l'activation de stratégies inbound, notamment avec des contenus qui vont accompagner les prospects dans leur prise de maturité. On va aussi accompagner la création de sites web de conversion ou même la création de marques fortes. En fait, on va combiner un peu tout ça pour avoir une stratégie digitale globale qui va être scalable et durable. Ouais. Super bien présenté, Maud, merci beaucoup. Et quant à moi, donc Simon, je suis le cofondateur de Make the Grade. Donc justement, ces sujets liés à l'ABM, je les adresse pour nous, pour Make the Grade en interne. Et je suis amené aussi à intervenir sur certains clients pour les aider à en faire de même. Donc, comme on vous le disait, Make the Grade, on se définit comme un cabinet de conseil expert en stratégie B2B. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur croissance en réalisant de l'acquisition de nouveaux clients pour elles, mais aussi en développant les revenus sur la base des clients existants à travers 3 expertises fortes. La première, c'est le web design. Donc, ça, Maud vient d'en parler. La seconde, c'est l'acquisition marketing. Sur les supports de conversion que l'on construit et que l'on développe, on va attirer des audiences cibles. Donc là, c'est les femmes et les hommes avec qui vous voulez et vous pouvez travailler. On va les éduquer, on va les rendre acheteurs de vos solutions. Et notre dernier métier est un métier de développement des revenus qui va consister en l'implémentation d'outils de gestion de la relation client, de CRM, qui va consister en l'alimentation de la bonne donnée pour pouvoir aller faire du business derrière, et qui va consister aussi à la formation de vos équipes, à l'adoption de ces méthodes et de ces outils-là pour aller chercher la performance. Donc, on est partenaire du CRM HubSpot, donc partenaire élite aujourd'hui. On est une quarantaine de collaborateurs présents globalement à Rennes, mais aussi à Paris et dans le nord de la France. Et on se ferait un plaisir de vous accompagner sur les sujets qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vois que Maud nous a quittés, donc elle va nous rejoindre à son rythme. En attendant, on va commencer directement par redéfinir ce qu'est l'ABM. Maud, re-bienvenue. Oui, désolée, il y a eu un petit de connexion. Donc pour intégrer ce sujet, on aime bien faire le distinguo entre l'ABM et l'inbound marketing d'abord. Donc l'inbound marketing, je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à connaître et à l'utiliser. C'est une stratégie marketing qui consiste à attirer naturellement à soi, de manière organique, des opportunités d'affaires. Donc, ça va se baser sur des campagnes marketing avec des contenus éducatifs qu'on va aller déployer en multicanal, via du SEO, via les réseaux sociaux notamment. Je ne parle pas des publicités parce que c'est dans une autre catégorie du coup. Et donc, ça, c'est ce qui est très utilisé, très connu aujourd'hui. L'inbound marketing fonctionne quand on va vouloir cibler un marché dans sa transversalité. Sauf que depuis
quelques temps maintenant. Les marchés sont plus durs, vous devez le voir en avant-vente chez vous et depuis vos acquisitions marketing, la génération des leads et des demandes, elle est plus bataillée, les cycles de vente se rallongent et il y a de plus en plus d'interlocuteurs à aller convaincre simultanément pour aller positionner nos services et nos produits. Et du coup, se contenter de l'inbound marketing, c'est plus suffisant. C'est là que justement l'account-based marketing rentre en jeu. L'idée, ça va être vraiment d'aligner ses efforts commerciaux, de marketing, mais aussi de support et de service client pour aller conquérir un nombre plus limité de comptes, mais avec une perspective de rendement, de marge, de meilleure marge et de travail sur le plus long terme à la clé. Et donc, on va être dans une approche non pas généraliste pour adresser un marché, mais pour aller cibler directement un organigramme avec des personnes prédéfinies à l'intérieur et que l'on va aller anticiper. Donc, l'ABM, ça va être un mélange de digital, mais pas que. Il y a énormément de relationnel aussi, c'est ce qu'on va voir. Donc, ça mélange des rencontres en tête-à-tête, en one-to-one. Ça mélange des programmes de partenariat. Ça mélange de l'email marketing, de pousser des contenus éducatifs. Bref, c'est passionnant. Et aujourd'hui, notre mission à Maud et moi-même, ça va être de vous aider à repartir avec un process étape par étape afin d'embarquer dans cette dynamique-là. Et du coup, pour te compléter, Simon, tu faisais le parallèle inbound et ABM. Donc, sur la mécanique, l'ABM va fonctionner de manière un peu différente d'une stratégie classique de lead gen. Et une des grandes différences qu'on va pouvoir voir ensemble, c'est la façon dont on va aborder le funnel de conversion. Donc, vous connaissez tous l'entonnoir classique d'une stratégie de lead gen. On a le top of funnel avec où l'objectif est de capter un maximum de contacts. Donc, on va diffuser du contenu à grande échelle avec des campagnes publicitaires, du SEO, des webinaires. En fait, on va viser assez large pour espérer attirer des prospects qualifiés. Après, on va avoir le middle of funnel. Donc là, on va affiner l'approche en éduquant les prospects. On va apporter du contenu un peu plus ciblé, des emails personnalisés, on fait du nurturing. Et ensuite, on arrive dans le bottom of funnel. Et donc, à ce stade-là, on va vraiment qualifier et prioriser les prospects en fonction de leur engagement et de leur scoring, notamment. Et on identifie les leads qui sont prêts à être convertis. L'ABM, ça va fonctionner à l'opposé de cette logique-là. Donc, plutôt que de faire entrer un maximum de contacts dans l'entonnoir, on part d'une sélection qui va être plus restreinte et on va surtout se baser sur des comptes qui sont stratégiques. Donc, d'abord, on va shortlister les comptes les plus pertinents. On va choisir des comptes en fonction de leur potentiel business. Est-ce qu'il y a un panier moyen qui est élevé? Est-ce que le fit est stratégique avec l'entreprise? Est-ce qu'il y a des signaux d'achat qui sont forts? Donc là, l'idée, ça va être de concentrer nos efforts sur des comptes qui ont une grande valeur potentielle. Ensuite, on arrive sur un point commun avec la lead gen qui va être l'éducation et la personnalisation. Donc, pareil, on va utiliser un maximum de contenu pour bien encercler nos cibles, leur apporter de la valeur avec des contenus personnalisés. Même, on va pousser la personnalisation, on va être vraiment dans de l'ultra personnalisé avec des contenus et des interactions qui sont spécifiquement conçus pour chacun des comptes. Et enfin, on vend une prestation qui va être sur mesure et on construit une relation privilégiée, donc le côté humain dont parlait Simon. L'ABM, c'est pas une stratégie de volume, c'est une approche qui va être basée sur la qualité des interactions. En fait, l'objectif, c'est d'établir une relation de confiance avec les comptes clés pour leur proposer des solutions qui vont être les plus adaptées possibles à leurs enjeux spécifiques. Exactement. Donc, si vous devez retenir une chose, stratégie ABM, c'est un modèle de priorisation et vous êtes concerné par cette stratégie-là si vous proposez des produits, des services avec des paniers moyens assez élevés et si aujourd'hui, pour signer des nouvelles affaires, vous avez besoin d'aller convaincre plusieurs leaders, plusieurs personnes au sein d'une seule et même entreprise ou entité.
Alors justement, par quoi on commence et comment on fait pour cibler et sourcer ces comptes? On va commencer par la base. Si vous avez l'habitude de suivre nos webinaires, c'est un terme que vous allez souvent entendre, c'est le principe d'ICP pour Ideal Customer Profile, le profil de client idéal. Simplement, on connaît tous les personas, donc c'est les personnes physiques avec lesquelles on doit aller interagir. Dites-vous que l'ICP, c'est la même chose, mais pour la personne morale. Donc, comme l'ABM est une stratégie de compte clé, on va prioriser la personne morale dans un premier temps. Donc, on vous partagera, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire en interne, le morceau de process, l'échantillon de process nécessaire pour que vous puissiez définir votre ICP. Mais voilà, on va choisir un secteur d'activité, une taille d'entreprise, etc., etc. Avec Maud, on va vous présenter juste après les différents critères que vous devez préparer et anticiper justement pour préparer vos ciblages et pouvoir demain dire pour tel compte ou tel compte, celui-ci, il est à prioriser parce qu'il rentre dans nos critères et donc du coup, il va rentrer dans notre stratégie d'ABM. À l'inverse, ce compte-là ne comprend pas tous nos critères, donc on va aller chercher plutôt à aller l'automatiser. On va également vous partager un second morceau de process qui va être ici plutôt pour de l'organisationnel et qui va vous permettre étape par étape derrière justement de préparer vos campagnes d'ABM, de les piloter, de les suivre, de les dupliquer parce qu'on va pouvoir mener en fonction de la taille de vos équipes marketing et commerciales différentes campagnes d'ABM simultanément. Donc tout ça, c'est cadeau, c'est hyper complet. C'est ce qu'on a l'habitude aussi de proposer et de montrer à nos clients. Donc, clonez-les et capitalisez sur ces couches structurelles pour vous lancer encore plus facilement. Donc, cela étant dit, étape 1, il faut clarifier ces ICP. Donc, voici une liste non exhaustive de questions à vous poser pour pouvoir les créer. Donc, la nature de l'entreprise en elle-même, c'est quoi les secteurs d'activité cibles à prioriser. Va y avoir des critères dits majeurs à mettre en ligne de compte et des critères mineurs. Un critère majeur, ça va être par exemple, nous, on va cibler sur la verticale de la santé uniquement les entreprises avec plus de 2000 collaborateurs. Et ces entreprises-là sont sur le secteur européen, par exemple. Donc ça, c'est des critères, on va dire, macro, des critères majeurs. Il va falloir les ajouter à ça des critères mineurs. Les critères mineurs, c'est ce qui est à personnaliser, c'est ce qui est spécifique par rapport à votre métier. Si je suis un logiciel SaaS, je vais avoir des critères mineurs qui vont être différents d'une société de services comme Make the Grade, qui vont être encore différents d'une société qui va faire par exemple du hardware, qui va avoir du produit physique et de la marchandise. Donc ça va être à vous de le transposer. Donc là, on vous a mis une liste non exhaustive de questions qui va vous permettre d'embarquer et de compléter le morceau de process que je vous ai partagé juste avant. Et l'idée, ça va être de vous dire, OK, on a ces différentes catégories d'entreprises. Plus la perspective de rendement à aller chercher en travaillant avec elle est forte et élevée, plus on doit la prioriser avec une approche ABM personnalisée avec du manuel. À l'inverse, moins la perspective de rendement est forte, mais on peut quand même travailler avec ces entreprises-là. Et à ce moment-là, il faut plutôt automatiser la prise de contact avec elles. Donc sur le schéma, vous voyez, il y a 3 tiers. Le tiers 1, c'est ceux qui répondent à tous vos critères. C'est là où l'enjeu de ressources personnalisées et d'actions manuelles pour rentrer en contact avec eux va être plus forte. Tiers 2 et tiers 3, on va commencer à automatiser beaucoup plus. Et d'ailleurs, ces comptes-là seront plutôt à travailler avec une mécanique inbound à côté. Et pour aller un peu plus loin, donc on a bien qualifié les entreprises qu'on avait à cibler. Donc on va faire une approche un peu plus chirurgicale. On va essayer de cartographier précisément les organigrammes. Donc pour ça, on va analyser les différents personas impliqués dans le processus d'achat. L'objectif là, ça va être de construire un organigramme type
qui peut être répliqué sur les entreprises que l'on cible. Et pour cela, on va répondre à plusieurs questions donc, qu'on a remises ici, notamment où se trouvent nos personas à l'intérieur de l'entreprise. On va chercher à savoir est-ce que nos personas, ceux qu'on doit contacter, est-ce qu'ils sont au sein de la direction? Est-ce qu'ils sont au sein d'un autre département spécifique? Est-ce qu'il y a qui sont nos interlocuteurs en interne, par exemple? On va essayer de mapper qui est en relation avec qui. Est-ce qu'il y a des liens hiérarchiques et fonctionnels entre les différentes parties prenantes? Est-ce qu'il y a des circuits d'influence? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont influencer les décisions d'achat de quelqu'un qui va avoir le pouvoir décisionnel? Ensuite, il y a la politique sectorielle. On sait qu'il y a certains secteurs qui ont des processus d'achat très normés en termes de sécurité, de législation. Donc, on va chercher à comprendre ça. Est-ce qu'il y a des organigrammes spécifiques qu'il faut comprendre du coup et anticiper? Et enfin, on va mettre des étiquettes sur chacun des personas dans cet organigramme d'autorité pour comprendre un petit peu par qui on va passer et quel contenu on va pouvoir pousser à quelle personne. Donc, parmi les exemples d'étiquettes qu'on retrouve assez souvent, il va y avoir l'influenceur. Donc, lui, il ne va pas signer de contrat, mais il peut avoir un point important dans la décision finale. C'est souvent lui, d'ailleurs, qui peut faire pencher la balance en interne. On va avoir le champion, donc souvent, c'est le responsable marketing. Lui, il a un intérêt personnel à ce que le projet aboutisse, que ce soit pour améliorer son quotidien, atteindre ses objectifs ou même valoriser son travail, tout simplement. Le propriétaire du budget, souvent le directeur administratif et financier, c'est lui qui va valider le financement. Il peut aussi bloquer le projet si les conditions budgétaires ne sont pas claires dès le départ. Donc, c'est quelqu'un d'assez stratégique. Le décisionnaire, donc c'est lui qui va avoir le dernier mot. Il va dire go ou no go. Il y a une personne qui peut avoir un rôle dans l'achat. Je pense par exemple à un DSI qui peut intervenir sur des aspects contractuels notamment. Et enfin, le partenaire associé qui ne fait peut-être pas partie de l'entreprise cible, mais qui peut avoir une influence sur la décision et surtout qui va nous aider à accélérer le cycle de vente. Donc, en fait, avant de lancer des actions ABM, c'est bien d'avoir une vision claire de tout l'écosystème décisionnel de chacun de vos comptes cibles. Donc, une bonne cartographie, ça prend un peu de temps, mais ça vous permet d'adresser vraiment le bon message aux bonnes personnes et puis à la fin de maximiser vos chances de convertir. Exactement, donc ça s'appelle du mapping de compte, c'est vraiment prioritaire. Alors bien entendu, chaque entreprise est différente et chaque organigramme doit se personnaliser. Pour autant, en fonction du secteur d'activité que vous allez aller travailler, il va y avoir des modèles d'organigrammes qui sont génériques et on va pouvoir les anticiper pour faciliter justement ce travail de cartographie de l'organigramme. Je vais reprendre l'exemple de l'avant-Covid, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les équipes commerciales, grands comptes notamment chez nos clients. Avant le Covid, une personne pouvait incarner plusieurs de ces étiquettes simultanément. Depuis le Covid et avec toutes les cartes malus que nous avons rencontrées, la guerre qui revient en Europe, le coût de l'énergie, l'augmentation des coûts des matières premières, bref, on a cumulé pas mal de problématiques. Et ben les budgets sont plus restreints, la prudence, elle est plus importante chez les décideurs et l'effet que ça a eu dans les prises de décision, ça a été de fragmenter la prise de décision à travers plusieurs personnes. Et ça, Maud, tu viens très bien de l'expliquer. On voit de plus en plus le service juridique, par exemple, débarquer en avant-vente. Donc, ça nous fait un nouveau persona à adresser dans les organigrammes. Les services financiers sont aussi systématiquement présents. Et en fait, et les DSI aussi. Donc, il va y avoir des nouveaux corps de métier qui étaient moins présents avant, qui sont là. C'est quelque chose qui va rester. C'est pas un phénomène de mode dû à l'actualité économique. Donc, voilà pourquoi c'est important de cartographier ces organigrammes. Donc là, comme on vient de le dire, on a 2 premières étapes stratégiques à réaliser. Définition de son ICP, définition de l'organigramme type
Et petite astuce, donc pour celles et ceux qui sont sur HubSpot ou qui projettent d'y aller, vous avez la fonctionnalité des workflows, donc des automatisations, qui vont permettre aux personnes chez vous qui sont sur une casquette opérationnelle de donner vie à la définition de ces tiering, justement. Donc, une fois qu'on est capable de dire pour tel critère, tel compte est en tier 1, donc à personnaliser avec de l'ABM, et tel compte est en tier 2 et en tier 3 pour automatiser, vous avez un modèle de workflow, attribution automatique des tiers ABM qui existent. Si vous ne l'avez pas dans votre portail, vous pourrez nous le demander, nous envoyer un mail, on vous expliquera comment le faire. Et typiquement, donc là, c'est juste un test, hein, vous allez pouvoir remettre vos critères qui définissent les comptes, donc la taille de l'entreprise, le volume de chiffre d'affaires, la localisation. Donc, c'est là qu'on va mettre du coup les critères majeurs et mineurs qui vous concernent. Et ensuite, on va fonctionner avec un système de branches. On va dire que quand tel critère est complété, est connu, ça va aller en tier 1, puis en tier 2, puis en tier 3. Donc ça, c'est assez important à mettre en place parce que ça va vous aider à industrialiser beaucoup plus simplement et à gagner en vélocité lorsque vous allez être en phase de réflexion et de déploiement d'une nouvelle campagne ABM. Et notamment, on peut enchaîner avec d'autres automatisations derrière pour pouvoir dire, OK, tel compte va être attribué à tel commercial ou à telle équipe, etc., etc. Donc, retenez ça. HubSpot, c'est pas que de l'automatisation marketing, c'est aussi de l'automatisation Sales Ops ici et c'est quelque chose qui marche super bien. Donc, si on revient sur les slides, pour vous aider à cartographier donc, ce que vient d'expliquer Maud dans votre portail, il y a plusieurs manières de faire. Soit on se base et on utilise uniquement l'enrichissement des bonnes fiches d'information sur l'entreprise, soit on veut adopter un fonctionnement, une organisation un petit peu plus visuelle pour s'assurer que les organigrammes sont complets, on a les bons contacts avec les bonnes coordonnées pour les postes stratégiques qu'on va vouloir cibler, et on veut rajouter là aussi du visuel avec les fameuses étiquettes que Maud vient d'expliquer en indiquant ici, cette personne-là, pour moi, c'est décisionnaire final, ici, c'est détenteur du budget. Et comme ça, on voit ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, avant d'aller commencer à attaquer un compte. Donc, pour ça, il y a un outil que vous pouvez utiliser dans HubSpot qui s'appelle Org Chart Hub, qui est assez sympa. Donc, comme vous le savez, HubSpot dispose d'une marketplace d'applications. C'est un ensemble d'outils d'outils tiers que vous pouvez en fait solliciter et rajouter à votre utilisation de HubSpot, et celui-ci en fait partie. Donc, pour vous donner un exemple et vous projeter, donc ici je suis dans notre propre CRM sur la fiche entreprise de Make the Grade, donc on voit qu'il y a toutes les personnes rattachées à notre entreprise, donc 57 personnes. Ici on a l'extension de Chart Hub qui est installée. Je vais l'ouvrir. Et en fait, on va retrouver notre organigramme. Donc, vous voyez, ça prend la disposition d'un organigramme, hein, je ne vous apprends rien. Et on va pouvoir rajouter justement ce côté étiquette. Vous pouvez les personnaliser, les étiquettes, hein, si vous utilisez d'autres verbatim, bien évidemment. Et ce qui va être intéressant ici, c'est que, comme on vous l'a dit, on va vouloir rentrer avec les bonnes personnes en relation. Et du coup, on va essayer de les engager avec des actions marketing, mais aussi des actions commerciales. Et en fait, OrgChart Hub va permettre, avec un système de map de chaleur, de savoir avec qui on est en relation et avec qui on n'est pas en relation. Donc là, vous voyez, je suis sur le filtre Sales Activity. Donc, ça va comptabiliser tous ceux qui ouvrent, répondent à mes emails commerciaux, tous ceux qui m'acceptent, par exemple, sur LinkedIn et qui répondent à mes messages, ou ceux qui ne l'acceptent pas. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que si on voit que sur les 5 décideurs qu'il me faut absolument pour pouvoir prétendre à une signature d'affaires, si j'en ai que 1 ou 2 qui commencent à s'engager, je pars mal. Donc, il va falloir que je concentre mes efforts sur ceux que je n'ai pas réussi à activer. Et on va avoir le même système d'engagement, mais cette fois-ci sur les actions marketing. Donc là, c'est dès que vous allez envoyer une newsletter, dès que vous allez depuis HubSpot publier un post, par exemple sur LinkedIn, vous allez savoir qui interagit, qui ouvre vos contenus, ou encore une fois, qui ne le fait pas. Et là aussi, ça offre une double lecture intéressante. Si j'ai quelqu'un avec qui je suis en relation et qui est activé commercialement, mais qui ne consulte aucun de mes contenus marketing,
mince, ici, mon travail d'éducation, il n'est pas en train de prendre. Donc, ça va vraiment vous donner de la visibilité sur est-ce que sur ce travail de conquête de citadelle, ce que j'entreprends commence à fonctionner, est audible, est consulté, est pris au sérieux, ou si ce n'est pas encore le cas, et dans ce cas-là, je vais devoir l'anticiper. Donc, Org Chart Hub. Donc maintenant qu'on a vu la stratégie, les ICP, les organigrammes, comment le faire, comment le réfléchir et comment le déployer dans HubSpot, on va s'intéresser aux différentes méthodes pour créer et enrichir vos données sur ces entreprises et ces personnes-là. Donc en ABM, c'est très simple. Il existe 5 approches combinables pour sourcer vos comptes. Il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que les autres. Il faut plutôt les combiner intelligemment. Donc l'idée pour nous, ça va être de vous les présenter une à une et vous allez pouvoir les utiliser de votre côté par la suite. La première, c'est l'approche firmographique. Je te laisse la présenter, Maud. Oui, alors l'approche firmographique, c'est une façon de segmenter et de cibler les entreprises en fonction de critères qui sont liés à leurs caractéristiques organisationnelles. Donc, en fait, firmographique, ça se met en opposition à démographique, utilisé pour décrire les individus. Donc, en ABM, on ne va pas cibler des individus lambda, mais on va cibler des entreprises qui ont un potentiel stratégique. Et pour les identifier, on va utiliser plusieurs critères donc firmographiques qui sont listés ici. Donc, on a des critères majeurs, comme la taille de l'entreprise, par exemple. Donc, on va voir le volume de chiffre d'affaires, la masse salariale. Une entreprise qui a 50 salariés, elle n'aura pas du tout les mêmes besoins qu'un grand groupe international, par exemple. Donc, ça, c'est un critère majeur. Et on va venir compléter avec des critères mineurs qui sont plus spécifiques à l'entreprise. Donc, structure organisationnelle, secteur d'activité. Donc, si on prend l'exemple d'application chez Make the Grade, on va utiliser évidemment cette approche firmographique pour définir nos comptes cibles. Et donc, on va prioriser, par exemple, donc les entreprises SaaS qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, les entreprises qui ont entre 50 et 500 employés, les entreprises en phase d'expansion géographique ou qui viennent de lever des fonds. Et grâce à ces critères-là, en fait, on s'assure qu'on s'adresse aux bonnes entreprises avec un bon niveau d'accompagnement. Et on optimise aussi nos efforts puisqu'on va concentrer toutes nos ressources sur les comptes qui ont le plus de potentiel. Donc, c'est ça l'enjeu. Et pour te compléter, il y a aussi des critères firmographiques mineurs qui peuvent être liés à des contextes au sein des entreprises cibles. Donc, ça va être par exemple d'identifier sur les utilisateurs finaux que vous pouvez délivrer les tailles d'équipe. Et aujourd'hui, il existe des moyens, grâce au digital et au web, d'identifier les tailles d'équipe actuelles pour savoir si vous avez un intérêt fort à y aller ou pas. Et il existe aussi des méthodes pour savoir si ces équipes-là sont en évolution. Est-ce qu'elles recrutent? Est-ce que potentiellement il y a des ouvertures de nouvelles équipes similaires au sein de certaines business units, entités? Donc ça, voilà, on vous expliquera après les différents outils que vous pouvez utiliser pour les identifier et capter ces données-là. Mais en tout cas, approche firmographique, c'est sur vraiment l'information liée à la personne morale. Vous allez pouvoir utiliser aussi une approche qui va être, elle, dite verticalisée. Donc, l'idée ici, c'est de prendre vraiment un secteur d'activité spécifique pour aller le prospecter. Donc, exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'on disait juste avant, pour le coup, c'est je vais cibler tous les logiciels SaaS. Ça, c'est pas assez spécifique. Par contre, si on dit je vais cibler tous les logiciels SaaS dans la santé, donc la Santec, là, on va être sur du spécifique. Donc ça, c'est important à définir parce que si la voilure, elle est trop ouverte, l'approche ABM ne sera pas, au niveau de sa personnalisation, suffisamment efficace pour pouvoir aller la chercher. Vous pouvez aussi, dans cette approche verticalisée, voir les choses différemment. D'ailleurs, on ne dirait pas verticalisé à ce moment-là, mais plutôt à l'horizontale, parce que vous pouvez très bien avoir un principe de clients que vous délivrez qui peut fonctionner en franchise ou avec des immeubles et des points différents de contact sur le territoire.
Et dans ce cas-là, il faut plutôt opter, quand c'est cette disposition organisationnelle qui prime, pour aller chercher les différentes structures. Je pense par exemple, si vous ciblez dans le secteur bancaire des banques dites mutualistes, par exemple, donc vous avez un système d'agences sur l'ensemble du territoire, bon, bah, ça devient intéressant de monter aussi par la base, si vous pouvez équiper chacune des agences une par une. Donc là, il va falloir plutôt cibler ce compte-là, mais sur son organisation horizontale, plutôt que d'aller le chercher en vertical. Donc là, à vous de voir en fonction de votre marché, de ce que vous proposez et de comment fonctionnent les organigrammes cibles, mais ça peut être des approches intéressantes d'un point de vue ABM. C'est ce que je disais, donc segmentation par industrie, par spécificité secteur. Voilà, ce qui marche bien lorsque vous allez vouloir, dans tous les cas, adresser des comptes avec une verticalité spécifique, ça va être de créer, d'anticiper un volume de contenu personnalisé à ce secteur-là important en amont. Donc ici, ce qui va bien marcher, c'est des études de cas, ça va être des webinaires spécifiques. Exemple, si vous ciblez encore une fois, je ne sais pas moi, je prends un autre exemple, l'éducation, bah, il va falloir par exemple créer un webinaire, comment réaliser résoudre telle problématique pour l'éducation, adapté à votre secteur. Vous organisez cet événement-là, vous invitez un de vos clients qui a été délivré sur cette problématique et qui est satisfait, et vous allez pouvoir utiliser cette ressource-là pour prendre contact avec les différentes personnes de l'organigramme et qui ont cette problématique au quotidien. Donc ça, c'est puissant. Donc voilà, approche verticalisée. Vous allez avoir également l'approche par groupe. Donc là, ça va vraiment être pertinent si vous ciblez des entreprises du corporate, des très grands comptes. Donc à ce moment-là, il y a énormément de filiales, il y a énormément d'entités. L'idée, ça va être de mettre un pied dans la porte, un pied dans une partie de ces filiales-là. Il va falloir déjà délivrer auprès d'une de leurs équipes. Et ensuite, ça va être de l'expansion depuis cette équipe, premièrement, délivrée. Donc, vous allez créer, par exemple, des cas clients sur comment on a résolu telle problématique pour aider tel service, tel business unit du groupe X. Et vous allez du coup demander au fur et à mesure des mises en relation avec les collègues qui sont dans d'autres parties de la structure, dans d'autres parties de l'organigramme. Et vous allez chercher du développement de compte de cette manière-là. On vous partage dans le chat actuellement un podcast qu'on a tourné justement avec Julie de PlayPlay, qui est la Head of Sales de PlayPlay. Donc PlayPlay, c'est une solution SaaS de vidéo. C'est un peu le Canva de la vidéo. Et eux, leur ICP, justement, c'est les entreprises de plus de 10 000 personnes. Donc autant dire que tout de suite, ça réduit le scope et il faut bien s'y prendre. Mais ils ne vont pas vouloir équiper les 10 000 collaborateurs d'un coup, bien évidemment. Ils vont plutôt passer par des petites équipes et après, ils vont faire de l'expansion au fur et à mesure. Donc, Julie nous explique un petit peu cette approche ABM, comment ils s'y sont pris, et ça reprend purement et simplement toute la partie théorique qu'on est en train de vous expliquer depuis le début. Donc, on vous le met en chat, allez regarder, c'est passionnant. Je vais passer à avancer. On a également l'approche par les partenaires. Alors sur cette approche-là, si je reprends ce qui est mis sur la slide, donc c'est une approche qui consiste à collaborer avec des acteurs stratégiques, par exemple des distributeurs, des intégrateurs, des consultants. Ça permet d'identifier, d'engager et de convertir les comptes clés. C'est intéressant si vous pouvez le faire parce que ces partenaires-là, ils peuvent avoir une relation qui soit déjà bien établie avec les prospects que vous ciblez. Ils ont leur confiance, ils ont leur oreille et dans certains cas, ils peuvent même influencer la prise de décision. Donc, ça peut être un levier assez puissant pour accélérer votre campagne ABM. Surtout dans certains secteurs où les décisions d'achat sont complexes et où il y a besoin de validation externe. Donc, on peut prendre l'exemple notamment de HubSpot avec ses agences partenaires comme nous. On fait
on fait cette approche-là. Les commerciaux HubSpot, ils vont pas prospecter seuls, ils vont travailler main dans la main avec des agences comme Make the Grade, parce que c'est des agences qui ont une expertise démontrée, qui ont aussi parfois des relations de confiance avec certains clients sur lesquels on veut faire de l'expansion de compte. Donc, ça permet d'avoir et le commercial HubSpot et le commercial Make the Grade, dans notre cas, qui travaillent sur un même compte main dans la main. Donc, c'est un partenariat humain qui est vraiment basé sur l'expertise et qui permet généralement d'augmenter les taux de conversion et de closer plus efficacement parce qu'on a le côté technicité de HubSpot et on a l'expertise opérationnelle et dans tout ce qu'on peut livrer de Make the Grade. Donc, ça permet d'avoir vraiment les deux approches et d'être plus fort ensemble. Donc, c'est super clé d'identifier des bons partenaires avec qui on a un intérêt synergique à approcher un gros compte. Et ce qu'on remet sur la slide, c'est les critères d'un bon partenariat en ABM. Tous les partenaires ne se valent pas. Pour être efficace, on essaye de cocher plusieurs cases. Donc, il y a la réciprocité. En gros, il faut que vous ayez un intérêt mutuel avec votre partenaire. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de complètement à côté de la plaque. Votre partenaire, il doit avoir une valeur ajoutée à travailler avec vous. Il faut qu'il vous apporte quelque chose et que vous aussi, vous lui apportiez quelque chose. Si vous travaillez exactement de la même façon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. La partie engagement, votre partenaire doit être capable d'apporter des insights sur les besoins du client, sur les défis et les priorités. La partie collaboration, ça c'est super intéressant. Il faut que vous soyez en collaboration constante dans la co-création et l'exécution des campagnes. Il peut même y avoir des événements que vous menez ensemble, des webinaires, des salons où vous êtes présents ensemble parce que ça montre que c'est un partenariat qui est solide et qui est pertinent. Et enfin, le partage des bénéfices. Donc, pour que ça fonctionne sur le long terme, il faut un modèle gagnant-gagnant. Donc, incentive, commission, accords commerciaux, on essaye d'aligner au mieux les intérêts des deux parties. Et on vous recommande vraiment d'exploiter cette approche-là parce que comme on se l'est dit, les cycles de décision aujourd'hui sont vraiment protéiformes. Il faut aller convaincre plusieurs personnes. Donc, si vous adressez avec la bonne approche consultative, avec plusieurs entités, un projet d'ampleur, on se donne plus de chances aussi d'être crédible, d'être audible et de convaincre. Donc, il y a des synergies naturelles. Maud a donné l'exemple de certains logiciels SaaS qui s'alignent avec certaines sociétés de services qui ont une démarche commune. Typiquement, essayez de trouver en fonction de votre secteur d'activité ce qui peut se prêter à cette approche de cette nature. Sincèrement, c'est efficace. La dernière approche est une approche concurrentielle. Donc, celle-ci, elle va être très simple à comprendre. Il faut faire son mapping concurrentiel. Donc, vous allez pointer sur une carte là où vous estimez que votre proposition de valeur et votre offre se trouvent et vous allez vous distinguer par rapport aux autres concurrents. L'idée, ça va être d'identifier les opportunités. Quels sont les autres concurrents sur lesquels on va avoir une meilleure valeur ajoutée sur des sujets spécifiques et on va aller identifier avec qui ils travaillent pour tout simplement aller les conquérir. Alors, c'est assez simple à comprendre. Pour autant, on vous met en garde. C'est une approche qui, comparée aux autres, est vraiment activée en cas de connaissance de cause et de nécessité parce que quand on utilise cette approche-là, il peut y avoir un risque. Sous-entendu, si on commence à capter les concurrents du confrère ou de la consoeur et que celui-ci ou celle-ci l'apprend, il peut y avoir un petit retour de bâton, une réaction du concurrent. Et du coup, il peut lui aussi à son tour venir chasser les nôtres. Donc, il faut faire attention de ne pas réveiller des égos qui n'étaient pas des sujets jusque-là. Il peut y avoir, en fonction de la personnalisation du contenu, des perceptions qui peuvent être négatives. Si on s'y prend mal, on tombe dans la caricature du ma solution est meilleure, l'autre est moins performante, donc venez chez nous. Voilà, dans le B2B, comme vous le savez, c'est pas forcément la meilleure approche. Et voilà, donc dans tous les cas, ça peut être utilisé à condition
de vraiment être neutre dans l'approche. Voici les avantages de la technologie concurrente ou du service concurrent. Voici ce que nous, on propose à côté. Voici en quoi c'est différent. Voici en quoi c'est accessible. Voici en quoi c'est une opportunité. Et voici en quoi c'est éthique. Et à ce moment-là, là, ça devient intéressant lorsque vous utilisez cette approche-là. Donc, à ne pas perdre de vue. Mais ça, c'est à chacun de voir midi à sa porte. On vous a fait rapidement cette slide-là. On vous enverra le support, bien évidemment, après. Vous pourrez y revenir, mais ça nous paraissait important. En gros, ici, c'est un tableau non exhaustif qui va reprendre, en fonction des différentes approches qu'on vient de montrer, les différents outils que vous allez pouvoir utiliser, les différents supports disponibles sur le web que vous allez pouvoir consulter afin de remonter certains types de données pour alimenter justement votre mapping et votre tiering sur les approches ABM. Donc, on peut prendre rapidement quelques exemples qui sont le b.a.-ba de ce sourcing de données-là. Je peux, par exemple, penser à LinkedIn Sales Navigator. Je vous montrerai juste après. C'est un petit peu le CRM à ciel ouvert le plus gigantesque au monde. Donc, on trouve très facilement, très rapidement et très simplement les données qu'on a besoin. Mais je pourrais donner quelques exemples un petit peu plus fins. On parlait de l'approche par rapport donc firmographique, par rapport aux tailles d'équipe qu'on peut délivrer. Donc, on peut retrouver si ces équipes-là sont en phase de croissance, de développement, de recrutement et voire de création de nouvelles équipes grâce à Welcome to the Jungle, par exemple, qui est un ATS avec un média. Donc, toutes les entreprises qui publient dessus créent des données que l'on peut aller sourcer et utiliser pour nous, et on peut identifier en temps réel certains mots-clés sur des comptes que l'on peut adresser, mais aussi certains critères de croissance. Bon, voilà, liste non exhaustive, tableau en 3 colonnes, la nature de la donnée que vous pouvez aller cibler, quelques exemples qui sont des exemples B2B généralistes qui nous sont souvent demandés, qu'on peut aller sourcer et où aller les chercher. Voilà, même chose pour compléter ici, ça va être surtout à droite que c'est intéressant, c'est les différents types de comptes de poches de données, j'appelle ça, que vous allez pouvoir utiliser sur le web pour en apprendre plus sur les entreprises. Donc, je pense à Papers, je pense à Société.info. On a des clients qui nous ont demandé, par exemple, si je suis sur une fiche entreprise, j'enregistre le numéro de SIRET, par exemple. Et ben nous, en fait, on va aller puiser toutes les informations sur Société.info qui sont disponibles en live. Hein, on a le droit de le faire par rapport à ça. Et on va aller les enrichir directement dans le CRM. C'est un gain de temps pour les commerciaux. Ça va pouvoir faire tourner les automatisations qu'on vous a dit pour alimenter les bons comptes clés et les attribuer aux bons commerciaux. Et ça, ça fait gagner du temps. Donc voilà. On va pouvoir passer à la suite. Donc, pour une stratégie ABM, il y a des choses que vous devez faire dans la posture, il y a des choses qui sont à ne pas faire. Donc, ça nous paraissait intéressant avec Maud de vous donner les do's et les don'ts. Donc là, on est bien dans l'exercice et dans l'impôt d'un dirigeant qui veut réfléchir et déployer une stratégie ABM, ou d'un responsable commercial, ou d'un sales ops qui est vraiment dédié à toute cette mécanique-là. Donc, la première chose, quand vous allez être en amorce d'une campagne ABM, il ne faut pas vouloir surautomatiser. Comme on l'a dit, c'est plutôt un travail d'orfèvrerie. Donc, faites du manuel, allez d'abord éprouver votre modèle. Et une fois que vous avez fait 1, 2, 3 campagnes sur des verticales différentes, par exemple, c'est là et seulement là que vous pourrez commencer à industrialiser un petit peu plus. Donc voilà, on ne se met pas la rate au corbouillon pour tout automatiser. Et une fréquence où on vous recommande, en fonction de votre équipe commerciale, d'ajouter des nouveaux comptes, c'est de le faire tous les 3 mois. Donc, ce qu'on vous recommande, par exemple, si vous utilisez l'approche verticalisée, pour chaque commercial, il faut au moins qu'il ait 10 comptes, 10 comptes de positionner dans son portefeuille à adresser, et vous renouvelez ces 10 comptes-là tous les 3 mois
pour qu'il puisse avoir du coup un volume d'activité intéressant, qu'il aille compléter ses objectifs. Je parle bien de 10 comptes. À l'intérieur de ces comptes-là, il faut bien avoir conscience qu'il va y avoir 4, 5, parfois plusieurs interlocuteurs à adresser. Donc, ça va en faire des échanges qui vont commencer à s'alimenter aussi. C'est pour ça que personnellement, je ne suis pas fervent du côté 20 comptes. Ça peut être tout de suite beaucoup et pour faire son suivi et ses actions manuelles et de qualité, c'est compliqué. Donc, toujours pareil, en tant qu'opérationnel là-dessus, les données dans les entreprises, il faut les rafraîchir, il faut les réajuster. Pourquoi? Parce que il peut y avoir des mobilités en entreprise. Une personne qui était à un poste qui change. Est-ce que cette personne-là a quitté l'entreprise et est partie ailleurs? Bon, du coup, si on a des contacts avec elle, pourquoi pas l'adresser? Est-ce que cette personne-là a une promotion à l'interne? Elle est partie où? Est-ce qu'il y a une création d'équipe? Donc, bref, il y a plein de faits de vie d'entreprise qui font que les données évoluent. Et ce qu'on recommande, c'est de mettre à jour les données au mieux 2 fois par an tous les 6 mois, au moins mieux une fois par an. Donc, il y a plein de manières de mettre à jour, j'ai presque envie de dire en un seul clic maintenant, les données de toutes vos entreprises concernées. Avec HubSpot, vous avez l'intelligence artificielle Breeze qui est disponible. Ils ont une fonctionnalité qui s'appelle Breeze Intelligence. Et quand vous avez déjà, je dis n'importe quoi, allez, 10 entreprises que vous travaillez depuis 5 mois et vous vous dites, OK, sur les entreprises qu'on n'a pas réussi encore à signer, on va vouloir mettre un petit coup d'intensité, mettre à jour l'organigramme, voir s'il a changé. Vous avez juste à aller interroger Breeze Intelligence et dire, mets-moi à jour les données sur ces entreprises-là, pour ces contacts-là, et vous allez récolter toutes les nouvelles informations contextuelles. Vous ne récolterez pas, si ces données-là sont manquantes, les mails et les numéros de téléphone. Ça, Breeze, il n'y a pas accès pour des raisons RGPD. Par contre, tout ce qui est intitulé de poste, équipe, entité, filiale à laquelle je suis rattaché, ancienneté, etc., etc., tout ça, ça va pouvoir être fait. Donc, pour chaque interrogation, il faut consommer un jeton, un token. Et donc, voilà, Breeze Intelligence est déjà fiable et peut être utilisé de cette manière-là. Donc, voilà rapidement et simplement les do's, les don'ts que vous pouvez prendre en compte pour rester exhaustif. Donc, jusqu'ici, on a vu comment, du coup, définir son ICP, définir les organigrammes cibles, choisir sa stratégie de sourcing des données pour alimenter son CRM. On voulait faire un petit focus sur Sales Navigator parce que, comme je le disais, c'est le plus grand CRM à ciel ouvert au monde. Il y a vraiment tout un tas de données qu'on peut utiliser, identifier, extraire et injecter dans notre CRM pour avoir de meilleurs ciblages, pour avoir de meilleure segmentation, pour pouvoir avoir un organigramme au plus proche de la réalité et les coordonnées disponibles des personnes. Donc voilà, on vous a fait une petite liste non exhaustive des bonnes pratiques à utiliser sur Sales Navigator. Donc là, ça reprend les différentes approches finalement qu'on a évoquées. Le plus simple, c'est de vous montrer, par exemple. Donc, si vous ciblez un compte, vous mettez le compte tout simplement. Vous pouvez mettre des intitulés de poste avec des fonctionnalités ou. Donc, en gros, plutôt que de dire, moi, je veux cibler les responsables de la vente, comme vous le savez, chaque entreprise a des nomenclatures de postes qui est différente. Chaque entreprise a une culture interne qui est différente. Et donc, pour une profession, on peut avoir des dizaines et des dizaines de déclinaisons. L'idée de votre connaissance, de vos ICP, de votre secteur d'activité, c'est d'identifier les différentes nomenclatures d'intitulés de poste chez vos personas. Et ça va être de les mettre ici. Vous pouvez donner une zone géographique. Bref, ici, LinkedIn Sales Navigator, au niveau de sa fonctionnalité de filtre, vous permet de remettre tous les critères de votre ICP en ligne de compte. Et ça va vous sortir, du coup, tous les contacts qui sont concernés. Donc là, j'ai juste mis un petit test non exhaustif. J'ai mis HubSpot, chef des ventes, responsable des ventes, Head of Sales, CRO en France. Et ça me sort une liste de personnes que l'on connaît d'ailleurs. Donc, c'est vraiment juste pour l'exemple. L'idée ici, ça ne va pas être d'aller chercher des listes avec du gros volume. Comme on veut personnaliser, on cherche à avoir vraiment accès aux personnes qui occupent les postes des comptes qui nous intéressent à l'instant T. Et ce que je vous recommande,
c'est de pouvoir extraire les informations sur ces personnes-là. Donc, à savoir, ce qui nous intéresse, c'est le nom, le prénom, l'intitulé de poste, l'email disponible et le Saint Graal, si possibilité, le numéro de téléphone. Et donc là, vous pouvez utiliser plusieurs outils. Il y en a plein. Nous, celui qu'on vous recommande, c'est Casper. Vous voyez, j'ai l'extension Google Chrome ici. Ça va être ça. Et donc, je peux, par exemple, dire à Casper, OK, je sélectionne ces comptes-là, ou je ne sélectionne que cette personne-là. Et du coup, je veux que tu m'extrais les données sur elle. Donc, à ce moment-là, je demande à Casper de le faire. Et voilà ce que ça va donner. Donc, je prends une personne au hasard. C'est les données qui sont disponibles sur LinkedIn. C'est les données que cette personne-là a accepté de communiquer. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité de dire, moi, je veux qu'aucune de mes données soit disponible pour ce genre d'action de l'extérieur. Bon, bah là, on va pouvoir cibler toutes les personnes qui ont donné accès. Et vous voyez que j'ai le nom, j'ai le prénom, j'ai le rôle occupé, j'ai l'adresse mail B2B, j'ai certains numéros de téléphone et je vais pouvoir, grâce à ces outils-là, avoir un score de fiabilité aussi sur les emails et un score de fiabilité sur les numéros de téléphone. Et c'est là où ça devient intéressant. Après, je peux directement l'importer dans mon HubSpot, dans mon CRM et rattacher ces bonnes informations à la bonne fiche contact cette fiche contact est rattachée à la bonne fiche entreprise et on peut retrouver du coup toutes ces informations-là comme on vous l'a montré dans le Org Chart Hub un peu plus tôt. Et voilà, les pièces de puzzle commencent à s'alimenter. Ce qui fait que là, avec tout ce qu'on vient de vous montrer, on sait pour tel compte cible qu'on va aller pouvoir chercher à communiquer avec telle personne, telle profession, par exemple. Voilà, vous avez la possibilité avec Sales Navigator aussi de suivre les signaux d'achat. Donc, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est ce que tu disais, Maud, un peu plus tôt. Donc, est-ce que telle équipe est en croissance? Est-ce qu'il y a une levée de fonds? Voilà. Donc, tous ces critères très spécifiques et contextuels, c'est à vous de faire la traduction et les identifier par rapport à votre marché. On peut vous aider à le faire si vous ne savez pas trop par quel bout prendre les choses. Et une fois que du coup on a les comptes qui sont bien cartographiés, mappés avec les bonnes personnes, on a les coordonnées, etc. Et ben il n'y a plus qu'à. Donc on les attribue bien évidemment aux bons commerciaux, aux grands comptes, et puis on va rentrer en relation avec eux. Et là, le but du jeu, c'est vraiment pour chaque persona cible d'aller encercler son attention. Donc quand on dit encercler son attention, on va le faire encore une fois avec empathie, avec une démarche éducative. On va arriver avec une posture consultative, surtout pas y aller avec une approche je veux vous vendre quelque chose, bien évidemment ça ne marche pas. On va vraiment arriver avec des contenus qui seront suffisamment personnalisés pour le métier de la personne avec laquelle on interagit pour pouvoir avoir du crédit vis-à-vis d'elle et qu'elle nous sollicite, qu'elle nous réponde au minimum afin d'engager des discussions. Donc, je te laisse expliquer comment on entreprend ça, Maud. Ouais, une fois que vous avez bien identifié vos entreprises cibles, plus les interlocuteurs au sein de ces entreprises que vous allez devoir contacter et avec lesquels vous allez devoir nouer votre relation. L'idée, c'est d'avoir des contenus à leur proposer. Donc, vous avez sûrement déjà plein de contenus sur étagère que vous avez pris le temps de créer. Donc, l'idée, c'est de faire un inventaire de tous les contenus que vous avez et voir un petit peu quel contenu peut intéresser telle personne de l'organigramme. Donc, dans un contexte ABM, on parle souvent à des décideurs qui sont très sollicités. Donc, il va avoir besoin de preuves concrètes pour vous accorder de l'attention. Donc, c'est là que un bon contenu va jouer son rôle. Vous allez pouvoir partager des contenus à forte valeur ajoutée. Je pense notamment à des replays de webinaires qui permettent de démontrer votre expertise, plus de capturer des leads qualifiés. Les échantillons de process, ça marche très bien. C'est ce qu'on fait. Et là, pareil, on va vous partager aussi le morceau de process que vous a présenté Simon tout à l'heure, mais ça permet de montrer un aperçu de votre méthodologie. Ça peut aider votre interlocuteur à se projeter et à réduire ses objections aussi. Et on peut privilégier ça à des livres blancs qui sont quand même très longs à créer. Ça demande pas mal d'efforts. Et pareil, dans les top contenus, on va avoir
des études ou des rapports de niche pour renforcer votre légitimité et vous positionner comme une référence. Les simulateurs intelligents aussi qui sont interactifs et qui permettent de bien visualiser. Par exemple, si vous êtes dans le milieu de l'assurance, on peut déjà simuler combien ça va coûter. Enfin, voilà, ça permet d'avoir des réponses directement pour votre interlocuteur. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'utiliser tous les contenus que vous avez actuellement comme des leviers stratégiques qui vont capturer l'attention, qui vont aussi nourrir l'intérêt et derrière faciliter votre relation et votre légitimité face à vos comptes cibles. Oui, tout à fait. Et astuce là-dessus, on conseille de plus en plus d'utiliser de moins en moins les livres blancs. Les livres blancs font face en termes de format de contenu à ce qu'on appelle une fatigue à la souscription. Ça a été tellement vu, revu que ce format-là perd en impact et en pertinence. Et c'est pour ça aujourd'hui les gens de manière générale sont en recherche de leviers activables tout de suite, de concret. Et c'est pour ça que les échantillons de process, c'est vraiment top, quoi. Donc, ça peut être un cahier des charges vierge pour préparer tel projet, tel appel d'offres. Ça peut être une checklist métier bien spécifique que vous pouvez contribuer à délivrer. Le fait d'avoir cet échantillon, comme Maud l'indiquait, ça prouve que vous avez une expertise vraiment forte sur le sujet, mais en même temps, vous ne donnez qu'un petit aperçu, vous ne donnez pas l'entièreté de votre recette secrète, et donc vous êtes crédible, et ça vous permet d'activer des brises-glaces pour échanger davantage sur certaines personnes. Donc, travaillez vraiment ces contenus-là, travaillez énormément vos études de cas, qui ne doivent pas être sur des PDF, qui doivent être vraiment disponibles en libre service. Votre site internet est votre meilleur allié pour ça. Et avec ça, vous serez équipé course pour pouvoir attaquer les comptes. Donc, pour attaquer ces comptes-là, comme on l'a dit, on encercle avec différents canaux. Grosso modo, je vais vous dire aujourd'hui ce qui marche, parce qu'il y a plein de manières de faire, mais aujourd'hui, ce qui marche à l'instant T, maintenant, c'est de viser des séquences. Donc, une séquence, c'est un enchaînement d'actions multicanales pour pouvoir aller chercher une réponse de la personne qu'on a enrôlée dans cette séquence. Le but du jeu, ce n'est pas de vendre directement. Le but du jeu, c'est d'avoir un retour, que ce soit un oui, un non, un peut-être, mais d'avoir un retour pour pouvoir amorcer un échange et dans l'idéal, positionner un rendez-vous. Idéalement, cette séquence-là doit avoir 10 touches commerciales à l'intérieur. Une touche commerciale, ça va être j'ai appelé la personne, c'est une touche. J'ai envoyé un email en one-to-one, j'ai une touche. J'ai envoyé un message sur LinkedIn, c'est une autre touche. Donc voilà, donc, vous voyez bien que on va chercher à encercler, pas à oppresser. Quand c'est bien fait, c'est cadencé. Donc on ne va pas tout faire les actions d'un coup, on va les lisser dans le temps. En général, une bonne séquence, ça dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Par contre, voilà, on va montrer qu'on est présent, on va vouloir montrer qu'on souhaite échanger avec la personne. Il faut qu'elle puisse avoir l'information qu'on est une bonne porte d'entrée pour résoudre ces peines. Et donc, par rapport à ces 10 touches, si on devait vous recommander un canal à prioriser, c'est bien évidemment le téléphone. On voit de temps en temps beaucoup de séquences qui ont une proportion d'emails importante. Ça, c'est pas à faire. Il faut que le canal prioritaire utilisé soit le téléphone. Et sur ces 10 touches, pour vous donner un ratio, si vous partez de 0, il en faut 6 minimum, ou c'est du téléphone. 6. Voilà, donc retenez ça. Pour autant, sur ce qui est l'écrit, donc les emails en one-to-one, c'est aussi important de bien les écrire. Et donc, ce qu'on vous préconise, c'est de pas réinventer la roue, c'est d'utiliser un modèle qui fonctionne très très bien, le modèle AIDA, donc pour l'accroche, susciter l'intérêt, activer le désir et passer à l'action. Donc, on vous a remis en quoi ça consiste ici sur la méthodologie. On vous a remis des astuces pour pouvoir le copyrighter.
Et avec Maud, on vous a mis un exemple à côté. Peut-être que tu peux le commenter rapidement, Maud. Ouais, bah, globalement, si on doit retenir trois points pour créer vos messages, donc c'est la personnalisation. Évidemment, il faut que le prospect se sente directement concerné. La pertinence, il faut qu'on puisse ancrer directement notre message dans une problématique ou un enjeu de la personne qu'on contacte. Donc on remet bien le contexte et on identifie ces points de friction principaux. Et puis le troisième, bah, ça, Simon, tu l'avais t'en avais parlé un petit peu avant, c'est surtout pas de vente agressive. On ne fait pas d'un mail une tentative de vente à tout prix. On part plutôt sur des invitations pour échanger sur un sujet pertinent et à valeur ajoutée pour notre interlocuteur. Ouais. Alors, on pourrait faire un webinaire dédié à ça. D'ailleurs, ça a été fait. Donc, on vous partage dans le chat directement le lien vers ce précédent webinaire qui explique justement sur vos actions d'actions sortantes de prospection multicanal, comment vous y prendre, etc. Et comment aussi affiner vos messages. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre pour plus tard, ça vous sera utile. Bonus, c'est le retour du gifting. C'est vrai que c'est une méthode qui a été passée de mode pendant un grand moment, le fait d'offrir des cadeaux. Alors, autant c'est de plus en plus dur dans une relation de client existant de valoriser ça parce que les comités éthiques l'ont dans le viseur, autant quand on est dans une démarche avant-vente et qu'on ne travaille pas encore avec un compte cible, on peut s'appuyer dessus. Donc là aussi, Maud, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, alors le gifting, c'est l'art d'envoyer des cadeaux personnalisés à vos prospects et clients. Donc là, on est évidemment dans de l'ultra personnalisation, donc ça correspond bien à l'ABM. Donc l'idée, c'est d'offrir un cadeau personnalisé et pertinent pour créer de la relation, pour renforcer l'engagement, et puis évidemment, à terme, pour stimuler des opportunités commerciales. Donc, le gifting, c'est intéressant parce que les cadeaux, quand ils sont bien réfléchis, ça permet de sortir de l'approche un peu commerciale classique. Ça crée une expérience unique, ça fait plaisir et c'est très humain. Donc, on est bien dans le côté relation privilégiée que l'on veut instaurer avec nos comptes. Ensuite, quand on offre quelque chose qui est pertinent et réfléchi, ça pose directement les bases d'une relation de confiance. Ça montre qu'on comprend les enjeux de notre compte, qu'on peut apporter des solutions et qu'on se soucie vraiment de la personne et de ses besoins. Et puis, l'idée, c'est aussi d'offrir ce qu'on a mis là, offrir de la valeur perçue sans pression. Donc, on offre, mais on fait comprendre qu'on n'attend pas forcément quelque chose. C'est pas un couteau sous la gorge pour vendre derrière. Faut rester subtil dans l'approche et généralement, ça fonctionne plutôt bien. Et je crois que Simon, tu avais un exemple sur ça à partager. Ouais. Alors juste avant, effectivement, c'est vrai que le sens de l'histoire, il est assez drôle parce que les boîtes postales des entreprises, à un moment donné, étaient tellement spammées que on s'est dit, OK, on fait du digital à la place. Donc, on va passer par les emails, Outlook, Gmail. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Les boîtes mail de tout le monde ici sont hyper saturées. Et donc, comme le marketing direct, le gifting est un style d'un format de marketing direct, a été délaissé, ça redevient une opportunité. Donc, on rajoute un nouveau canal, le canal courrier, et on va utiliser ce principe de cadeau. Et l'histoire, effectivement, que j'adore raconter, qui pour le coup est assez efficace, ça vient de Salesforce pour le coup. Sur les comptes stratégiques, ils ont fait tout ce qu'on a vu auparavant. Et en fait, dans leur séquence de prospection, ils ont rajouté ce côté courrier. Et en fait, je prends un exemple. S'ils ciblent les responsables commerciaux, et en fait, ils vont envoyer à ces responsables commerciaux un colis avec à l'intérieur 2-3 livres sur les meilleures méthodes de vente actuelles appliquées
au logiciel SaaS si c'est le responsable commercial d'un logiciel SaaS. Exemple, l'approche médic pour les nuls ou des trucs comme ça. Et en fait, le commercial, avant, il va pouvoir mettre un petit mot sur le quatrième de couverture ou une petite carte à l'intérieur. Puis quand la personne reçoit, le responsable commercial reçoit le colis, il dit, c'est quoi ça? Ah, des cadeaux, ah, des livres sur les sujets qui m'intéressent. Ah, ça c'est pas mal. Et puis hop, un peu dédicacé d'un consultant grand compte Salesforce. Bah, ça ne veut pas dire qu'on va vendre derrière. Mais au minimum, ce qu'on a fait, c'est qu'on a planté une graine complètement différente des autres et on retient la personne. Donc forcément, si moi à côté, je suis le commercial chez Salesforce et je vous appelle, je vous envoie un petit message, je vais être beaucoup plus enclin à répondre, à décrocher, à vous remercier potentiellement pour les cadeaux. Et au moins, l'objectif de j'arrive à avoir un point de contact et puis on développe une relation pour aller chercher un projet, et ben ça commence par là. Donc le gifting, vraiment à regarder aussi. Et en plus, on a un champion en France qui s'appelle Panoply. Voilà, ils font des cadeaux personnalisables et responsables. On vous a juste mis la référence là. On n'a pas le plaisir de travailler avec eux, mais je pense que ça ne saurait tarder. Donc voilà, le gifting, retenez ça en bonus. Et pour conclure, comme on vous l'a dit, c'est un sujet, l'ABM, qui est assez dense, assez technique. On voulait, pour finaliser cette présentation-là, parler d'un rétro-planning type, parce que l'idée, encore une fois, c'est pas tant d'être dans la posture d'un commercial qui va déployer l'ABM, c'est plutôt d'être dans la posture, encore une fois, du dirigeant, du responsable commercial ou du sales ops qui doit le réfléchir et le déployer. Donc, l'approche rétro-planning est importante pour nous. Voilà sur ce quoi vous pouvez tabler si vous voulez lancer une stratégie ABM. Le lancement va être de préparation, va être entre 1 mois et 2 mois en fonction vraiment d'où vous partez, des contenus qui vont être à créer, etc. Pendant cette phase préparatoire, c'est là où il faut s'assurer que les comptes sont bien identifiés, l'ICP est bien fait, que c'est bien cartographié, mappé et que la qualité de la donnée, elle est propre. Une fois que ça c'est fait, c'est là où on va envoyer les 10 comptes clés par commercial directement à travailler. Ensuite, vous laissez un batch de 6 semaines se passer. Il faut que les commerciaux, eux, ils fassent leurs actions, qu'ils aillent tester le partage des contenus, les différents canaux. Voilà. Et puis, vous allez pouvoir tout de suite, au bout de cette phase de 6 semaines et après, une fois par mois jusqu'au 5e mois, voir si la qualité de la donnée, elle reste suffisante, voir un petit peu quel est au niveau des activités, les touches qui performent le mieux, pour quel compte, pour quel type de format, de contenu éducatif qu'on a envoyé. Et c'est là où on va pouvoir ressortir des premiers axes de progrès et de réussite aussi pour pouvoir itérer et s'améliorer. Et tous les 6 mois, ce qu'il faut faire, donc là, c'est vraiment en collaboration entre les équipes marketing et commerciales et Sales Ops, si vous avez ça dans votre entreprise. C'est là où on va étudier les transactions qui ont été gagnées, les transactions qui ont été perdues, pourquoi, les raisons, et de le faire pour chaque verticale et de le faire vraiment avec les retours terrain. Ça, c'est important aussi. Donc voilà ce qu'on voulait vous recommander. C'est un schéma générique. Si vous voulez rentrer plus dans le détail, on se fera un plaisir de personnaliser un rétro-planning pour votre taille d'entreprise, vos équipes et les différentes campagnes que vous voulez déployer. Voilà, merci pour votre attention. On va faire monter Ewen, qui est au marketing interne chez nous, sur scène, et il va pouvoir nous poser vos différentes questions. Bonjour à tous. Salut Ewen, ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va. Merci pour ce webinaire, parce que le sujet de l'ABM n'est pas forcément quelque chose de simple, et c'était très intéressant. Merci Ewen, ça fait plaisir. Et est-ce que tu peux nous évoquer les questions Oui, alors du coup, on a eu quelques questions qui sont revenues. Donc, on va avoir la première question qui est de Patrick, qui nous demande, alors, combien de comptes conseillez-vous d'inclure dans une campagne ABM lorsqu'on démarre avec cette approche? Puis, à quel rythme ajouter des nouveaux comptes? Ok, alors du coup, moi, ce que je préconise quand on part de zéro là-dessus, c'est 10 comptes par commercial. Donc, c'est un peu ce que je disais plus tôt.
faut bien avoir en tête qu'un compte égale en B2B généraliste entre 3 grands minimum et 8 grands maximum personnes avec lesquelles aller interagir et convaincre. Donc 10 comptes, on multiplie ça par du coup ce volume-là par 10. On se retrouve très vite à devoir interagir, échanger avec une trentaine, cinquantaine de personnes simultanément. Pour staffer en termes d'activité, en termes d'obligation de moyens, un commercial, c'est pas mal. Donc aller au-dessus, ça peut être risqué. On peut très vite tomber dans le manque de temps pour bien personnaliser. Donc ça, c'est un exemple de réponse standard. Bien évidemment, il faut prendre en compte le service, le produit positionné derrière. Il y a des entreprises, si ça rentre, on peut passer à 20 comptes. Mais voilà, moi je préconise le 10. Donc, je vais avoir une deuxième question de Thibaut qui nous dit comment déterminer les rôles des différentes personnes lorsque nous n'avons pas eu de contact avec elles? Faut-il appliquer initialement un modèle et ensuite affiner les rôles précis? Ouais, ça va être plutôt la deuxième option, c'est-à-dire, comme Maud l'a expliqué, il faut anticiper, connaître les différentes étiquettes que l'on va rencontrer. Dans toute méthode de vente B2B, il y aura un décisionnaire final. Il y a un détenteur du budget. Il y a potentiellement un bloqueur, un anti-persona. Par définition, dans ce secteur d'activité-là, si lui, on ne l'inclut pas tout de suite dès le début, on sait qu'on est mort. Peut y avoir un champion, peut y avoir un partenaire. Bref, tout ce qu'on vous a montré. Donc, le tout, c'est d'avoir les étiquettes d'abord. Et après, c'est au moment du mapping du compte. Il y a des étiquettes où on sait d'entrée de jeu, telle profession a par sa nature cette étiquette-là et on la met tout de suite. Et il y a une partie de découverte qui doit être entreprise par le commercial qui va travailler le compte au fil de l'eau. Et lui, il va pouvoir en rajouter ou en changer. Il peut y avoir aussi le cas, ce que j'ai partagé tout à l'heure avec le org chart hub, où un contact a plusieurs étiquettes. Et donc, il nous reste deux questions. Donc, on a Jeanne qui nous dit si nos équipes sales et marketing ne sont pas encore bien alignées, par où on peut commencer pour lancer une première campagne ABM? Par les aligner. C'est une très, très bonne question. C'est une très, très bonne question. Donc là aussi, on avait fait un webinaire. C'est le tout premier webinaire Make the Great sur l'alignement des équipes marketing et commerciales. La méthode ABM, comme ça demande beaucoup de personnalisation dans l'approche et d'avoir des contenus éducatifs, donc du tangible, on est obligé de commencer quand même par un alignement qui est consolidé. C'est pas grave si à ce jour on n'est pas aligné. Par contre, faut pas commencer à dire à des commerciaux en grillant les étapes, finalement, voici tes comptes, va les attaquer un petit peu, hop là, on lance des bouteilles à la mer. Ça, on aura très peu de résultats et on va perdre du temps. Donc, il faut reprendre les basiques. C'est ce qu'on a, avec Maud, voulu faire aujourd'hui. On se met autour d'une table, responsable marketing, responsable commerciaux et dirigeants. C'est quoi notre ICP? C'est quoi nos personas dans cette ICP? Très bien. Moi, après, en tant que Ops ou responsable commercial, je suis en mesure de partir de ce brief stratégique-là pour dire sur tel secteur cible, il y a ce compte-là, ce compte-là, ce compte-là, ce compte-là. Dans ce compte-là, il y a telle personne à attaquer. J'attribue ces comptes et donc ces personnes dans ces organigrammes-là au commercial A, puis au commercial B. En parallèle, l'équipe marketing a travaillé grand minimum, il faut des études de cas pour pouvoir faire de l'ABM. Donc, raconter une étude de cas, c'est raconter le succès d'un projet qui a été délivré, présentation de l'entreprise cliente, présentation de sa problématique, qu'est-ce qu'on a fait pour y répondre et résoudre, étape 1, étape 2, étape 3. Puis, voici les résultats qu'on a eus, quantitatifs, qualitatifs. Par exemple, il faut au minimum ça. Il faut sinon des webinaires avec les clients ou des échantillons de process. Donc ça, c'est ce qu'on a dit, il n'y a pas de surprise. Il nous faut au moins 2-3 contenus. Quand je disais qu'il faut 10 touches, s'il y a 6 touches, c'est le téléphone. Il en reste 4, ça va être principalement du LinkedIn et de l'email en 1 vs 1. Il faut que dans ces messages-là, on envoie vers des liens qui renvoient vers nos contenus éducatifs. Donc voilà le bon sens. Voilà comment ne pas griller les étapes. Et là, on pourra viser des bons résultats au bout de quelques mois.
Et donc, je vais avoir deux questions de la part de Eva. Donc, la première rejoint la question qu'on a eue avant de la part de Thibaut. Elle nous demande si 6 touches par téléphone, ça veut dire une touche qui implique un appel avec une réponse, ou bien une touche avec un appel sans réponse correspond aussi à une touche valide. C'est une très bonne question. Effectivement, je ne l'ai pas précisé, donc c'est très bien de l'avoir posée. Une touche, c'est j'ai fait un appel sortant, que ce soit connecté ou pas décroché ou message sur le répondeur, c'est une touche. C'est pour ça qu'il y en a autant. Une touche, c'est pas un taux de j'ai eu le décroché à 100%. Tout simplement parce que c'est pas scalable, c'est pas industrialisable. On ne maîtrise pas en tant que commercial le décroché d'une personne. Donc ici, sur ce canal-là, le Graal, c'est d'avoir le décroché, d'avoir la personne. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a un volume plus important. C'est parce que on n'est pas maître de leurs agendas et il faut faire du volume. Okay. Et donc pour finir, on a Eva qui nous demande aussi si c'est possible de réexpliquer la partie échantillon de process. Oui. Alors, en gros, par rapport à votre métier, en B2B, on positionne certes des services et ou des produits, mais pour qu'un produit puisse être bien utilisé ou qu'un service puisse être bien délivré ou adopté, on a des méthodologies. Dans ces méthodologies, on a des processus qui nous permettent de délivrer à haut niveau de qualité notre métier pour que ce soit standardisé et homogénéisé et qu'on aille fidéliser les clients. Donc, par exemple, si je prends le cas de Make the Grade, quand on fait de l'implémentation de CRM, on est amené dans une phase d'audit, d'interview, à donner des interviews à différents métiers. On va personnaliser nos interviews pour les équipes marketing, les équipes commerciales, les équipes support client. Du coup, là, on a des process. On peut très bien dire, OK, on va transformer en lead magnet, en générateur de lead, l'interview des équipes marketing qui souhaitent aller sur HubSpot et on va en faire un modèle vierge. Donc, le modèle d'interview vierge des équipes marketing qui veulent aller sur HubSpot. Ce qui fait que pour notre persona des responsables marketing, c'est hyper important. Si moi, en tant que responsable marketing, j'entreprends d'aller sur HubSpot, je vais être hyper attentif en avant-vente à ce qu'on me projette sur mes équipes vont bien adopter la solution, quoi. Ça va pas être un point de douleur pour moi. Parce que c'est bien beau, en tant que responsable marketing, d'équiper de nouvelles technologies mon équipe, mais si elle n'est pas bien utilisée, je vais la payer dans le vent. Donc, dans ma réflexion d'avant-vente, si on me propose ce morceau de process, cet échantillon de process d'interview, ça va m'intéresser pour savoir un petit peu comment ça va s'organiser quand Make the Grade va me délivrer sur ce périmètre-là. Donc, dans une approche ABM, on peut très bien l'utiliser pour aller interpeller, échanger, anticiper le projet d'implémentation avec les responsables commerciaux des comptes qu'on aura ciblés. Et ça, c'est super efficace. À chacun de le transposer à son métier. C'est pour ça que j'utilisais le terme de cahier des charges vierge, par exemple. C'est quelque chose qui se fait dans bon nombre de métiers B2B. Et voilà, c'était tout pour les questions du coup. Bon, parfait. En tout cas, si vous avez d'autres questions, si vous voulez compléter les réponses qu'on a amenées, n'hésitez pas à nous envoyer une petite réponse mail. Vous allez recevoir le replay et les slides demain. Vous rebondissez, ça arrivera directement chez moi. Donc, je pourrai vous répondre avec grand plaisir. Merci beaucoup, Maude. Merci beaucoup, Ewen. Merci. Merci à vous. Merci, le mois prochain pour une nouvelle masterclass Make the Grade. À bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir.